Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Tout le monde connaît l'offensive du 10 mai 1940. Il faut imaginer la Luftwaffe qui bombarde les défenses françaises, cette pluie de bombes qui s'abat sur 2 divisions de chars, et les jours suivants, ces Panzerdivision allemandes, les chars de Guderian qui déferlent littéralement sur le territoire. L'état-major français tente quelques contre-offensives qui échouent et se soldent par des pertes terribles, car des gens là se sont battus comme des lions, en pure perte. La moitié des chars détruits, endommagés, on manque d'artillerie, d'antichars, de pièces de rechange, d'armement individuel aussi, on manque d'ordre et d'organisation. Un général fait le constat de ce désastre. Il a 61 ans, il commandait la 7e armée, il la commande toujours, c'est le général Charles Delestrin. Ça fait des années qu'il milite, exactement comme le colonel de Gaulle d'ailleurs, pour la constitution d'une force cuirassée puissante, concentrée, qui serait en accord avec une aviation elle-même puissante. Mais comme de Gaulle, il a été écarté, en tout cas personne ne l'a écouté. Les chars français ne sont pas assez nombreux, ils sont vulnérables et en plus dispersés. Le 14 juin, on sait que les Allemands entrent dans Paris, et le 16, le gouvernement de Paul Reynaud tombe. Les députés vont désigner à la tête du cabinet Philippe Pétain, le héros de Verdun, mais dont on sait toute la suite. Le 17, Pétain annonce la fin des combats. Ça y est, la bataille de France est perdue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce que le général Delestrin va déclarer à ce qui lui reste de troupes. « La France s'écroule aujourd'hui dans un désastre effroyable, dit-il. La veulerie générale en est la cause. Il dépend de nous, cependant. Il dépend de vous, surtout les jeunes, que la France ne meure pas. De durs sacrifices nous attendent. Allons au-devant de ces nouvelles épreuves avec courage, avec énergie, avec confiance. » Ayant prononcé ces mots définitifs, le général Delestrin rentre chez lui à Bourg-en-Bresse. C'est un conservateur catholique qui s'est toujours manifesté par sa discipline, officier très discipliné qui, pour le moment, n'envisage pas de franchir le seuil de la désobéissance. Seulement, il est en train d'évoluer quand même, le général Delestrin. Il va prendre la tête d'une association d'anciens combattants des chars, et dans des discours qu'il multiplie, il affiche des opinions, de plus en plus affirmées. Il faut s'engager, dit-il. Préparer l'avenir. Bientôt, on aura besoin de nous. Et en privé, il ne se prive pas de dire qu'il va falloir reprendre les armes. En réalité, il utilise le réseau des anciens des chars pour essayer d'y insuffler un esprit de résistance. Et le nouveau gouvernement, le gouvernement de Vichy, ne s'y trompe pas. Le chef du cabinet du secrétaire d'État à la guerre prend la liberté d'écrire au général Delestrin. Le maréchal a appris qu'au cours de conversations privées, vous manifestiez ouvertement votre désapprobation de sa politique et votre hostilité envers certains membres de son gouvernement. Je suis chargé de vous prévenir que vos propos ont été rapportés et de vous inviter, ne serait-ce que dans votre intérêt, à apporter plus de prudence et de réserve dans l'expression de vos opinions. Je pense pas qu'on puisse dire que ça impressionne beaucoup le général Delestrin. La preuve, c'est qu'en février 42, il va rencontrer le capitaine Joseph Gastaldo, résistant qui appartient au mouvement combat de Henri Freinet. Gastaldo est chargé du renseignement. Il vérifie si ce général, avec tout son réseau des anciens des chars, serait prêt à rallier Freinet et donc de Gaulle. En août 42, c'est Freinet lui-même qui rend visite à Delestrin, donc à Bourg. Et Freinet lui explique que les unités combattantes des mouvements de résistance vont fusionner en une armée secrète. Mon général, lui dit-il, c'est Freinet qui parle, cette armée secrète doit devenir un véritable instrument de guerre dans la bataille pour la libération. Elle devra jouer un grand rôle. À sa tête, il faut un militaire ayant l'expérience du commandement à un niveau élevé, inspirant confiance aux Alliés et à De Gaulle. Je viens vous demander si vous accepteriez une telle charge. Delestrin va donner sa réponse. Il la donne directement à De Gaulle le 4 août par un message qui sera transmis par la BBC. Charles à Charles, d'accord. J'adore ce message. Charles à Charles, d'accord. En août 42 à Lyon, vous savez que Jean Moulin a une mission maintenant du général de Gaulle. Il va rencontrer Delestrin
Et ensuite, il écrit à De Gaulle un rapport. Bien que se définissant comme conservateur, le général de Lestrin comprend le caractère insurrectionnel et révolutionnaire de l'action à entreprendre. Voilà un élément très important. Et De Gaulle lui-même va envoyer donc un message au général de Lestrin. « J'en étais sûr. Personne n'est plus qualifié que vous pour entreprendre cela. Nous referons l'armée française, dit De Gaulle à de Lestrin. Et avec de tels encouragements, celui-ci s'attelle tout de suite à la tâche avec une énergie extraordinaire. Son nom de guerre, Vidal. Il va rencontrer Raymond Aubrac, François Morin, Charles Desmazes, bien sûr, très important, René Hardy, Henri Aubry. Il va instaurer un état-major centralisé de l'armée secrète, comme dans l'armée. Ça fonctionne un peu de la même façon. Freinet et Desmazes vont le mettre en garde. L'action clandestine requiert plus de cloisonnement, un petit peu moins de centralisation. C'est trop dangereux de procéder de cette manière, et d'autant plus que en novembre 42, vous savez que à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, Hitler a choisi d'envahir la zone sud et que maintenant la Gestapo s'est installée à Lyon. De Lestrin tente de militariser le mouvement. Il soutient notamment le projet d'un grand maquis dans le Vercors, une espèce de place inexpugnable qui servirait de base arrière à l'insurrection. Nous sommes sur un champ du Jura par une nuit de février 43. De Lestrin et Moulin grimpent à bord d'un petit avion qui décolle directement, quand je dis directement, ça va être compliqué, par l'Angleterre. Et à Londres, ils rencontrent les officiers de l'armée britannique. De Lestrin se montre affable, déterminé, c'est un homme impeccable. Il fait visiblement partie de la famille, si je puis dire. Et il va légitimer l'armée secrète. À Londres, il travaille aussi avec le BCRA, avec le bureau de renseignement, sur un plan de sabotage des chemins de fer français et des routes et des moyens de communication de tous ordres pour paralyser la Wehrmacht le jour où les Alliés se décideront à débarquer. Il faut unifier la résistance, certes, mais il faut en même temps préparer la libération. Tout ça, c'est le projet de la France libre. Vous écoutez Radio Classique. Inutile de vous dire que tout ça n'échappe pas au contrôle des polices françaises et allemandes. À Berlin, c'est Kaltenbrunner, Ernst Kaltenbrunner, qui est le chef du tout-puissant RSHA, l'Office central de sécurité du Reich, qui a identifié cette armée secrète comme une menace très importante, et même peut-être la principale du fait de son organisation militaire. Et dans une note, Kaltenbrunner exige que soient particulièrement surveillés les anciens soldats possédant déjà une instruction militaire complète. Et en France, dans la France de Vichy, un rapport de la Sûreté alerte sur, je cite, « les efforts faits par certains officiers généraux en vue de regrouper certains éléments de l'armée d'armistice ». Vous voyez qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Et l'étau, évidemment, se resserre autour des chefs de l'armée secrète. Au printemps 43, la Gestapo arrête Gastaldo et Aubrac et Morin et Kriegel-Valtimont. Jean Bourcard vient de publier une biographie du général de Lestrin chez Perrin. Et voici comment il explique l'arrestation. L'imprudence d'un agent de liaison est à l'origine de cet enchaînement dramatique qui permet également à la sûreté française de mettre la main sur un lot important d'archives clandestines dont une forte proportion est issue de combats. Remise aux Allemands, l'occupant a dès lors accès à une source inespérée de riches informations sur l'armée secrète, ses structures, ses chefs, ses moyens et la promesse de nouvelles arrestations sous peu. La police est même au courant des tensions qui, à cette époque-là, traversent la résistance. Tensions entre De Gaulle et Giraud, bien sûr, mais aussi, j'allais dire pour ce qui nous concerne, surtout entre Freinet et Moulin. Freinet, partisan d'une guérilla locale, tandis que Moulin, avec de Lestrin, préfère une structure centralisée, discrète. En attendant le jour J, on unifie tout, et on attend l'ordre d'intervenir. Un des objectifs, on l'a dit, c'est le sabotage des communications et notamment du réseau de chemin de fer. De Lestrin va organiser une réunion entre René Hardy et les chefs de la résistance en zone nord. Hardy dirige le groupe Résistance Fer, les résistants des chemins de fer. Il a établi la liste de tous les sabotages possibles et la rencontre a été fixée dans un bureau discret de la rue de la Pompe à Paris au 9 juin 43. Le 9 au matin,
de Lestrin marche jusqu'à la station de métro La Muette. Il doit y retrouver Hardy et 2 membres de l'armée secrète. Seulement, quand il arrive à la station, c'est un autre homme qui se présente à lui. « Je vais vous conduire à Didot, dans un endroit plus sûr », dit-il. Didot, c'est donc le pseudo de Hardy. De Lestrin suit cet homme jusqu'à une voiture. Et là, il y a plusieurs agents de l'Abwehr qui sont présents, qui surgissent, qui arrêtent de Lestrin, qui portent ses papiers, impossible de nier son identité. 2 autres membres de l'armée secrète vont être pris, pas Hardy. Comment est-ce que la police a eu vent de ce rendez-vous ? On n'en sait rien exactement, hein. On a quelques éléments. On sait que 2 semaines plus tôt, la Gestapo avait arrêté une résistance lyonnaise et que l'appartement de cette résistance à la Croix-Rousse servait de boîte aux lettres pour tout le réseau Résistance Fer, ce qui fait que les Allemands ont intercepté les courriers et parmi les messages, il y avait celui d'Aubry, le chef de cabinet de Lestrin, qui informait Didot, donc Hardy si vous préférez, de la date et du lieu du rendez-vous. Et Aubry n'avait pas codé son message et la Gestapo n'a eu qu'à venir au rendez-vous. La première explication, ce serait donc celle d'une négligence d'Aubry. Il y a une autre hypothèse, ce serait que Hardy aurait informé la police parce que la Gestapo l'avait arrêté dans le train Lyon-Paris la nuit précédente et l'avait libéré 2 jours plus tard, ce qui fait forcément peser sur lui les soupçons dont vous savez qu'il devra répondre après la guerre. De Lestrin est emmené au siège de la Gestapo, on est rue des Saussets, dans des bâtiments annexes du ministère, de l'ancien ministère français de l'Intérieur. On prend sa photo, on fouille ses affaires. Dans son portefeuille, il y a un papier avec une citation du philosophe Maurice Blondel. Impossible d'adopter réellement l'attitude de l'abstention, car on est l'auteur de ce qu'on laisse comme de ce qu'on fait. La responsabilité, c'est la raison intime de l'engagement d'un de Lestrin qui toujours et en toutes circonstances s'est senti responsable. Il est donc conduit au siège de la CIPO-SD avenue Foch. Ça devient très grave. C'était déjà, vous me direz. Et là, il est interrogé pendant des heures. Il n'est pas torturé, je précise, interrogé. Il ne livre aucune information sur l'armée secrète et son organisation, sur son état-major, aucun nom, sauf le sien. Et l'agent qui l'interroge, qui s'appelle Misselwitz, va témoigner. Après plus de 50 heures d'interrogatoire, le général Delestrin avoue qu'il était le chef de l'armée secrète sous le pseudonyme de Vidal et qu'entre-temps, il avait été promu par le général de Gaulle, général de corps d'armée et chef de tous les groupements paramilitaires français. Ah, c'est une terrible annonce, ça, pour la résistance. Jean Moulin est effondré, il écrit à De Gaulle: notre guerre à nous aussi est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Vidal. Et dans son courrier, Moulin s'en prend à son adversaire Freinet qui aurait porté leurs différends sur la place publique, mais aussi il s'en prend à la France libre qui ne donne pas assez de moyens. Vidal s'est trop exposé, dit Moulin. Il a trop payé de sa personne. Il lui fallait les collaborateurs que nous avions demandés. Et maintenant, il va falloir remplacer de Lestrin. Moulin organise une réunion avec une partie de l'état-major de l'armée secrète, 7 cadres de la résistance, réunion qui doit se tenir à Caluire le 21 juin 1943, à Caluire-et-Cuire. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, est au courant de tout ça et il va faire arrêter tout le monde. Seul Hardy parviendra à s'échapper et Barbie va mener les interrogatoires avec la sauvagerie que vous savez. Quelques jours plus tard, Moulin, qui est dans un état effroyable, est transféré à Paris. La Gestapo le confronte à de Lestrin qui est indigné. « Je ne peux pas connaître un homme dans un tel état », dit de Lestrin. Et vous savez que Moulin va succomber à ses blessures dans la foulée. Avec l'arrestation de ces 2 hommes, de Jean Moulin et du général de Lestrin, c'est toute la résistance intérieure qui est complètement décapitée. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Fresnes qu'on transfère de Lestrin où il va recevoir la visite de sa femme, de sa fille, de son petit-fils. Il comparaît devant le tribunal militaire de Paris avec les autres résistants qu'on a arrêtés en même temps que lui. Le tribunal le déclare coupable d'aide à l'ennemi et le 9 mars 44, il est déporté en Alsace, vous savez, dans l'Alsace annexée au camp de Struthof. Dans son dictionnaire des compagnons de la Libération, qui est paru chez Elitis en 2022, Vladimir Trouplin écrit « Il devient un déporté Nartun-Nebel, de la catégorie de ceux que l'on doit faire disparaître dans la nuit et le brouillard. Il y est tout de suite considéré comme le chef, le conseiller porteur de l'espoir que nombre de ses compagnons ont perdu. »
Et après le débarquement de Normandie, les Allemands vont transférer tous ces déportés-là dans des camps plus à l'est et de Lestrin est emmené à Dachau en septembre 44. Il a la chance d'être dispensé de travail de force, preuve qu'il est quand même considéré comme quelqu'un d'important. C'est le général de Lestrin néanmoins. À Dachau, il va nouer immédiatement des liens avec les autres résistants et intégrer le comité international clandestin qui existe déjà dans le camp. Il passe du temps à parler, il est là pour réconforter les gens, les écouter. Même les communistes le respectent. Ce qui dominait chez lui, dira un des partisans, c'était ses yeux lumineux dans un visage franc, fier, qui inspirait le respect. En mars 45, de Lestrin est placé dans un baraquement spécial, Ehrenbunker, un baraquement d'honneur réservé aux déportés que les nazis voudraient échanger contre des prisonniers. Et le 16 avril, un SS l'appelle, lui demande de prendre ses affaires. « Vous êtes transféré dans le Tyrol », lui dit-on. Seulement avant de sortir du camp, 2 autres SS s'emparent de lui, le conduisent dans le mauvais pavillon et l'abattent du côté des fours crématoires. Là-bas, son corps est incinéré dans la foulée et l'ordre de l'abattre est venu de Berlin, probablement de Kaltenbrunner. D'ailleurs, les Allemands vont libérer Dachau 10 jours plus tard seulement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Kaltenbrunner est capturé en Allemagne, jugé bien sûr à Nuremberg, il sera pendu dès 46. En France, on va donc accuser Hardy d'avoir trahi de Lestrin et Moulin. Il va se défendre devant un tribunal français, expliquer qu'il a fait à la Gestapo des promesses, mais uniquement des promesses, qu'il avait bien l'intention de tromper les gens de la Gestapo. Par ce double jeu, je pensais démasquer le traître qui avait fait arrêter de Lestrin, dira-t-il. Il n'existe aucune preuve d'une quelconque dénonciation par Hardy, qui d'ailleurs sera acquitté une première fois en 47 et une deuxième fois par un tribunal militaire en 50. En 48, le général de Gaulle lui-même va rendre à de Lestrin un hommage vibrant. Lorsqu'il fut assassiné par l'ennemi, il avait pu tout au moins apprécier que ses efforts d'organisation avaient été utiles à la deuxième grande bataille de France, et cela, j'en témoigne, c'est ce qu'il voulait. Et en 1989, le nom de Lestrin sera gravé au Panthéon. Cette fois, c'est le président Mitterrand qui lui rendra hommage. Tel fut ce général de la nuit, telle fut cette figure lumineuse, cet homme qui, par son œuvre autant que par son exemple, a sa place, je l'ai dit, parmi les plus grands. Vous écoutez Radio Classique.